Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire de ce mercredi 14 avril intitulé La santé dans toutes les politiques, s'engager avec tous les secteurs pour améliorer la santé de la population et réduire les inégalités sociales de santé. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'agir comme animatrice de ce webinaire aujourd'hui qui présente une approche, celle de la santé dans toutes les politiques, approche de promotion de la santé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais procéder à une reconnaissance. Donc, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je me situe font partie du territoire traditionnel non cédé des Micmacs. Ce territoire est visé par le traité de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclu avec la couronne britannique en 1726. Les traités en question ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais reconnaissaient de fait le titre des Micmacs et des Malécites et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Maintenant, cette reconnaissance étant faite, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français, communément appelée SSF, est un mouvement national mobilisateur comptant 16 réseaux de santé en français. Ces réseaux sont provinciaux, territoriaux et régionaux et travaillent à améliorer l'état de santé de l'ensemble des gens et des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Deux séries de webinaires vous sont proposées. L'une s'intitule « Découverte » et l'autre « Développement professionnel ». Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série « Développement professionnel ». Les objectifs des webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série Développement professionnel, vous introduisant à l'approche de la santé dans toutes les politiques, une approche de promotion de la santé basée sur la reconnaissance de l'impact de tous les secteurs d'activité sur les conditions qui sous-tendent la santé et le bien-être de la population. Cette approche vise à faire en sorte que les décisions prises à tous les niveaux d'action, locales, régionales, provinciales, prennent en compte la santé et contribuent ainsi à améliorer la santé de la population et à réduire les inégalités sociales de santé. Cette approche et son partage rejoint la pastille violette que vous voyez à l'écran, pastille qui s'inscrit dans l'une des 5 destinations de la programmation des activités 18-23 de la Société Santé en français. Avant de céder la parole à notre conférencière du jour, permettez-moi de partager avec vous quelques éléments de sa bio. Donc, Lucie Lemieux, notre conférencière, est médecin et détentrice d'une maîtrise en gestion des services de santé. Elle a travaillé en médecine familiale, en santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'en santé publique. Elle a été directrice de santé publique dans la région de l'Outaouais, au Québec, et médecin conseil dans l'équipe des politiques publiques favorables à la santé à l'Institut national l'Institut national de santé publique du Québec. Lucie Lemieux a également travaillé comme gestionnaire de projets et consultante pour des projets de santé internationale. Maintenant semi-retraitée, Lucie Lemieux continue d'agir comme consultante en santé internationale et est présidente du conseil d'administration du REFIPS. REFIPS, qui est le réseau francophone international en promotion de la santé pour la région des Amériques. Alors, sans plus tarder, j'invite notre conférencière du jour, Madame Lucie Lemieux, à procéder à sa présentation. Madame Lemieux. Alors, bien, merci de cette introduction, Nathalie. Alors, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Merci d'être là.
Je profite tout de suite de souligner la présence d'un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Haïti qui sont inscrits à un cours en analyse des politiques publiques avec le professeur Demès. C'est dans le cadre d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion et management des services de santé. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir cette participation-là. Je voulais également tout de suite remercier Ibtissam Taïdil, qui est notre responsable des communications au REFIPS Amérique, qui a fait la conception visuelle et la mise en page, si on veut, là, de la présentation d'aujourd'hui. Alors, voici donc le plan de ma présentation, une introduction, bref historique de la santé dans toutes les politiques, quelques définitions, un regard sur la mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques, des défis, conditions de succès, quelques outils. Et après la conclusion, dans la présentation, vous allez retrouver des références à différents sites web, mais également des références aux sources d'informations auxquelles je me suis largement abreuvée pour préparer cette présentation. Et je voulais donc saluer la présence peut-être à ce webinaire là, de deux de mes sources principales, Louise Saint-Pierre et Tierno Diallo, qui vraiment leurs travaux m'ont beaucoup inspiré, mais je veux évidemment souligner que toute erreur, omission ou inexactitude là, est de ma responsabilité à moi, évidemment. Et je vais tout de suite passer à l'introduction. L'approche santé dans toutes les politiques, ça vient du fait qu'on comprend de mieux en mieux ce qui peut améliorer la santé d'une population et on se rend compte que ça n'est pas principalement l'accès aux soins de santé, c'est toutes sortes d'autres conditions qui sont plus à même de contribuer à l'amélioration de la santé de la population. L'Association médicale canadienne estime, par exemple, que c'est seulement 25% de la santé de la population qui résulte de l'accès ou de l'accès aux soins de santé comme tel. Donc, vraiment, c'est beaucoup à l'extérieur du secteur de la santé que se trouvent les leviers pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Ce qu'on note aussi, c'est que les conditions qui favorisent ou au contraire empêchent l'amélioration de la santé sont distribuées de façon très inéquitable dans les sociétés, que ce soit à l'intérieur des pays ou d'un pays à l'autre. Et ces constats-là nous font nous dire qu'il faut vraiment travailler ou passer par des actions qui sont en dehors du secteur de la santé pour améliorer la santé de la population. Et l'approche de la santé dans toutes les politiques, c'est une façon d'organiser le travail intersectoriel pour que les décisions publiques tiennent en compte ces enjeux-là. Et on va voir un petit peu que ça représente un certain nombre de défis. Je vais faire un très bref historique de la santé dans toutes les politiques. Ce n'est pas nouveau là, de l'idée d'agir sur les déterminants de la santé. On peut remonter ça à une publication qui remonte à peu près 45 ans, le rapport Lalonde. C'est une nouvelle perspective sur la santé des Canadiens qui soulignait que justement l'organisation des soins de santé, c'est seulement un des facteurs qui sous-tendent la santé. Et c'est vraiment un rapport qui est assez fondamental dans l'évolution de la compréhension de ce que sont les déterminants de la santé et du bien-être. Ensuite, parmi l'évolution, alors ça c'était en 1974. En 1986, la Charte d'Ottawa de l'Organisation mondiale de la santé fait un peu un état des lieux et présente des stratégies pour favoriser la promotion de la santé. Et les politiques publiques favorables à la santé, c'est l'une des stratégies qui sont identifiées dans cette Charte d'Ottawa en promotion de la santé. Un peu plus tard, en 2008, l'Organisation mondiale de la santé publie le rapport de la Commission des déterminants sociaux de la santé qui confirme l'importance en particulier des déterminants structurels de la santé, donc ce qui structure et distribue le pouvoir et la richesse dans nos sociétés, que c'est particulièrement important. Et ce rapport-là parle aussi des gradients de santé, c'est-à-dire que plus on monte dans l'échelle de favorisation socio-économique, meilleure est notre santé. Il ne s'agit pas seulement d'un écart entre les très pauvres et les très riches, mais tout au long de ce gradient, il y a place à améliorer la santé si on a des politiques qui sont favorables à cette amélioration-là. Et si on continue, l'Organisation mondiale de la santé, dans une rencontre sur
la promotion de la santé, publie une déclaration d'Adélaïde donc en Australie, sur la santé dans toutes les politiques. Et cette déclaration souligne que la santé dans toutes les politiques, c'est un peu une nouvelle forme de gouvernance qui appelle à un leadership partagé, qui fait appel à la contribution de l'ensemble des secteurs et de tous les niveaux de gouvernance, et que c'est un peu de travailler comme ça qu'on va pouvoir vraiment favoriser des politiques publiques qui sont favorables à la santé. Donc, c'est une autre façon de travailler. C'est ça qui est souligné par cette déclaration-là. Et un autre jalon, ce serait la mise en place du réseau mondial pour la santé dans toutes les politiques, en anglais le Global Network for Health in All Policies, qui est une initiative de plusieurs États pour appuyer l'utilisation de la santé dans toutes les politiques, pour travailler sur les déterminants de la santé. Et en 2019, s'est tenue une rencontre de ce network-là, de ce réseau-là à Québec, où il y a plusieurs participants canadiens là, qui ont pu se joindre et comprendre et partager leur expérience de cette approche-là. Alors, c'est vraiment très bref, évidemment, parce qu'on a quand même beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais je voulais donner cette petite perspective. Et puis, en résumé, donc, la santé dans toutes les politiques, ça répond à des besoins de différents acteurs. Du côté du secteur de la santé, on a donc au fil des années mieux compris l'importance des déterminants de la santé. Il est apparu que les enjeux de santé publique sont parfois très complexes, qu'on pense par exemple aux maladies non transmissibles ou aux dépendances. C'est des enjeux que le secteur de la santé ne peut pas, auxquels on ne peut pas se colter seul. Et on a également, au fil des années, compris aussi que les processus de politique publique sont complexes et qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, il faudrait faire telle chose pour que ça se passe ». Donc, du côté du secteur de la santé, il y a des compréhensions, il y a des besoins aussi qui émergent. Du côté de la gouvernance, bien, on voit aussi au fil des années une multiplication des secteurs, des défis de cohérence, un besoin d'appuyer aussi les politiques sur des données probantes. Et de plus en plus se développent des approches de gouvernance intersectorielle. Donc, là aussi, la santé dans toutes les politiques peut être pertinent là, pour répondre à ces besoins-là. Du côté social, évidemment, il y a une grande pression du système de santé sur les finances publiques qui fait en sorte qu'il y a une insatisfaction. Il faut qu'on puisse travailler pour faire en sorte que les gens dans la société, l'opinion publique est consciente de ça, qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut faire seulement dans le secteur de la santé. Et en général, les citoyens sont mieux informés et il y a une demande de transparence. Je me permettrais aussi, je ne l'ai pas mentionné dans l'historique, mais je pense que la pandémie actuelle a illustré d'une part l'impact des inégalités dans qui est malade ou n'est pas malade de la COVID. On a vu que c'est particulièrement les groupes vulnérables qui sont touchés à ça. Et il est prévisible que à la sortie de la pandémie, il va falloir réfléchir à ça et s'assurer que les politiques qui seront mises en place pour appuyer le retour à la normale devront tenir compte de l'impact sur la santé que pourraient avoir justement ces politiques-là et comment on ferait pour s'assurer qu'il y ait moins de vulnérabilité lorsque, et non pas si, les prochaines pandémies vont survenir. Mais avant d'aller plus loin, ça serait utile peut-être de passer quelques minutes sur quelques définitions. Alors, les déterminants de la santé, bien, ce sont tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. Alors, on pourrait, par exemple, parler d'un logement inadéquat ou insalubre, ou qui n'est pas en soi la source du problème, mais qui facilite la transmission d'une infection ou qui contribue à l'exposition à des moisissures, par exemple. Donc, ce n'est pas la cause directe, mais c'est une condition qui fait que c'est plus difficile d'être en bonne santé. Ça inclut des caractéristiques biologiques individuelles, mais aussi les comportements individuels et collectifs, les conditions de vie, les environnements. Bon, ce n'est pas exhaustif là, ce qui est présenté là. Et comme je le disais tout à l'heure, ces facteurs-là sont distribués de façon très inéquitable dans les sociétés. Et ça contribue à des inégalités dans la santé, évidemment. Puis ces inégalités-là sont en soi, cette grande inégalité, c'est en soi un facteur qui réduit la santé de la population. C'est-à-dire que même dans les sociétés où il y a beaucoup d'inégalités, même les personnes qui sont les plus favorisées sont en moins bonne santé que dans les
société où il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres et moins d'écart dans la distribution des déterminants sociaux de la santé. Donc, tout le monde peut profiter d'une réduction des inégalités dans les déterminants de la santé. Ici, cette diapo-là vous présente un petit peu une autre façon d'organiser, si on veut, les déterminants de la santé. Je la trouve pertinente parce qu'elle propose les déterminants d'abord de façon plus rapprochée de l'individu. Donc, les caractéristiques individuelles, les caractéristiques biologiques, l'âge, le sexe, les caractéristiques comportementales, les compétences, les habiletés. Ensuite, les milieux de vie. Alors, on élargit un petit peu, au-delà de l'individu, le milieu de vie, la famille, le voisinage, le milieu scolaire, le milieu de travail. Les déterminants aussi de santé, les systèmes régis par l'État sont un ensemble de déterminants de la santé. Le système d'éducation, le système de santé, évidemment, mais l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, les transports, mais aussi des enjeux plus de solidarité sociale, le système judiciaire. Donc, ça aussi, c'est un petit peu plus loin de l'individu, mais c'est quand même important comme un ensemble de déterminants de la santé. Et enfin, dans le contexte global, bien, le contexte politique et législatif, le contexte économique, démographique, le contexte social et culturel, l'environnement naturel et les écosystèmes, donc qui débordent un petit peu de ce que l'État est à même de régir, particulièrement là, dans la situation actuelle en termes de politique internationale. Dans le contexte global, j'ajouterais aussi l'importance d'enjeux comme le racisme ou encore des pressions commerciales, l'importance du lobby des grandes compagnies, par exemple, qui font en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à... enfin, leur lobby est tellement puissant et que certains groupes ou certains auteurs parlent des déterminants commerciaux de la santé. Donc, tout ça, ce sont des déterminants de la santé, mais on voit qu'on peut agir même à partir du niveau local sur certains de ces déterminants-là, particulièrement là, les milieux de vie, les systèmes régis par l'État et peut-être même jusqu'au contexte global. Ici, vous êtes certainement familier avec cette image des objectifs du développement durable. L'Organisation mondiale de la santé a inscrit l'objectif 3, qui est l'amélioration de la santé et du bien-être, au centre de ces déterminants-là pour souligner le fait qu'une bonne santé permet l'atteinte des objectifs du développement durable, mais aussi que si on peut progresser dans l'atteinte de ces objectifs-là, ça va favoriser une bonne santé. Donc, cette espèce de rapport réciproque entre l'état de santé et l'atteinte des objectifs du développement durable. D'ailleurs, l'approche de la santé dans toutes les politiques est reconnue comme étant une approche pertinente dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Je continue avec les définitions. Alors, une politique publique, c'est tout engagement ou toute action, loi, règlement, allocation de ressources, plan d'action, un budget qui est pris ou mené par une autorité publique, que ce soit une autorité politique ou administrative qui est légitimement constituée, parce qu'on parle ici d'une politique publique, pour agir sur un enjeu d'ordre public pour atténuer ou favoriser certains phénomènes qui se manifestent dans la population. Donc, ça couvre un large champ et ça ouvre donc la possibilité d'un large éventail d'opportunités, du plus local au plus large, pour tenter d'améliorer la santé de la population ou d'agir sur les déterminants qui favorisent la santé et le bien-être. Alors, je vais dire santé à plusieurs reprises pendant cette présentation, mais c'est le bien-être aussi, et je pense que c'est important de retenir cette expression-là, parce que les autres secteurs sont peut-être plus à même ou certaines autorités politiques peuvent être plus intéressées à améliorer le bien-être qu'à améliorer strictement l'aspect santé. Une politique de santé, c'est une politique qui s'intéresse au système de soins. Ça concerne le secteur de la santé, que ce soit l'organisation, les programmes, les ressources, les infrastructures, le financement, etc. Donc, c'est vraiment ici une politique de santé et très, très sectorielle. Et par contre, une politique publique favorable à la santé, mais ça vise à améliorer les conditions dans lesquelles vivent les gens, donc soit toute la population ou certains sous-groupes, mais que ce soit en termes de logement, d'éducation, d'alimentation, de transport, etc. Donc, c'est une politique qui
agit sur les déterminants de la santé, donc généralement est en dehors ou dans les secteurs autres que le secteur strictement de la santé. Et la santé dans toutes les politiques, finalement, bien, selon l'OMS, il s'agit d'une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies entre les secteurs, essaie d'éviter les conséquences néfastes des politiques publiques, soit sur la santé ou sur les systèmes de santé ou les déterminants de la santé, et qui améliore la responsabilisation des décideurs quant à leurs impacts sur la santé, et ça, dans tous les secteurs et à tous les paliers d'élaboration des politiques. Donc, ici, ce qui est souligné, c'est que c'est une approche qui est systématique. C'est chaque fois qu'on prend une décision, on se dit, bien, est-ce que il va avoir un impact sur quel groupe? Est-ce que c'est un impact positif? Est-ce que c'est un impact négatif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut atténuer? Est-ce qu'on peut favoriser de bonnes issues en termes de santé? Et c'est aussi une approche qui dit, bien, la santé et le bien-être de la population, ce n'est pas seulement la responsabilité du secteur de la santé, c'est tous ensemble, tous les secteurs ensemble, tous les décideurs ensemble qui doivent se sentir conjointement responsables de l'amélioration de la santé de la population, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une population en bonne santé, ça permet d'atteindre les objectifs des autres secteurs, que ce soit des objectifs d'éducation, d'économie, de bien-être, etc. Donc, tout le monde a avantage à ce qu'il y ait une meilleure santé dans la population. On va passer maintenant à quelques réflexions sur la mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques. Alors, les caractéristiques, j'y reviens un petit peu, de la santé dans toutes les politiques, ça va être utile d'y revenir pour envisager comment on pourrait mettre ça en œuvre. Alors, d'abord, la santé dans toutes les politiques vise à montrer les liens réciproques entre la santé et les autres secteurs. Ça vise aussi à aider les autres secteurs, les secteurs autres que la santé, donc, à atteindre leurs propres objectifs, tout en tenant compte de la santé, du bien-être, de l'équité en matière de santé. C'est une approche qui recherche des synergies, des complémentarités. C'est une approche qui nécessite des partenariats stables avec des objectifs partagés, des avantages et des solutions qui sont profitables pour les différents partenaires. Et je dis partenaires ici, il faut penser que quand on parle des partenaires, il y a des partenaires autres que gouvernementaux qui doivent être impliqués dans une approche de santé dans toutes les politiques. La gouvernance inspirée de la santé dans toutes les politiques fait intervenir les secteurs autres que les secteurs gouvernementaux, que ce soit le secteur privé, le secteur communautaire. Et enfin, la santé dans toutes les politiques vise tous les paliers, tous les secteurs, et on peut voir la santé comme le bien-être comme un objectif pan-gouvernemental, donc au même titre que la lutte à la pauvreté ou le développement durable. La mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques peut regrouper un éventail assez large d'activités. D'une part, des mesures pour prendre en compte systématiquement les effets sur la santé ou ses déterminants de différentes décisions de politique publique ou toutes les décisions de politique publique. Donc, c'est une approche, si on veut, transversale dans toutes les décisions prises par l'autorité publique, tient compte systématiquement des effets sur la santé. Ça peut aussi se réaliser par la mise en place de politiques intersectorielles pour agir en synergie pour une action plus complète sur un enjeu de santé complexe, là, sur lequel un seul secteur ne peut agir efficacement. On pense par exemple à des enjeux comme l'obésité ou on parlait tout à l'heure des dépendances. Ce n'est pas un seul secteur qui peut réussir à contrer ou à résoudre ces problèmes d'une grande complexité. Ceci n'empêche pas que des activités de travail intersectoriel plus restreintes, plus ponctuelles, une collaboration ponctuelle entre deux secteurs, c'est quand même pertinent aussi, puis ça peut être comme une première étape vers un élargissement là, et une approche plus globale qui est celle de la santé dans toutes les politiques. Il y a différents cadres qui ont été mis en place là, pour voir un peu comment on s'y prend pour mettre en œuvre une telle approche. Et au niveau central, bien, un des plus intéressants est le cadre d'action pour la santé dans toutes les politiques de l'Organisation mondiale de la santé, qui signale qu'il faut
établir des priorités. Donc, il faut se baser donc, sur l'importance des différents problèmes de santé ou la faisabilité d'une approche, voir les liens avec les autres priorités gouvernementales et tout ça dans une réflexion à court, moyen et long terme. Parce que l'approche santé dans toutes les politiques, c'est quelque chose qui se développe sur le moyen et le long terme. Il faut élaborer un plan d'action, identifier les ressources disponibles, les structures existantes, mais aussi voir comment on pourra avoir accès aux données dont on a besoin pour réaliser cette approche-là. Choisir des mécanismes et des procédures de soutien. Ici, il faut voir si au niveau central, ici, parce qu'on est vraiment plus au niveau central, mais c'est la même chose pour le niveau local. Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes ou des structures qui nous permettraient d'aborder cette approche et d'utiliser donc l'approche de santé dans toutes les politiques, dans des structures qui existent déjà? Ça peut être important aussi d'identifier un chef de file qui n'est pas nécessairement le secteur de la santé. Et donc aussi identifier des procédures qui vont permettre de soutenir l'approche. Il faut faciliter l'analyse d'impact et l'engagement des parties. Ici, les parties, la société civile, le secteur privé. Il faut faire appel à des expertises qui ne sont pas seulement des expertises académiques, mais les expertises de terrain sont importantes pour analyser l'impact sur la santé que peut avoir telle ou telle politique ou projet ou telle mesure qui ferait partie d'une politique qui est proposée. Il faut pouvoir suivre, évaluer et rapporter, évidemment, à la fois le fonctionnement du processus lui-même, les procédés qu'on a mis en place, les mécanismes qui sont mis en œuvre, mais aussi, est-ce qu'on a réussi à améliorer la santé? C'est sûr que c'est très difficile de mesurer ça et d'en attribuer que la cause de l'amélioration soit l'approche santé dans toutes les politiques, mais il est important d'identifier des indicateurs. Il faut planifier évidemment le suivi d'entrée de jeu et peut-être voir des indicateurs ou des éléments de suivi à court, moyen et long terme. Et il faut aussi renforcer les capacités des individus, des organisations et des communautés. Et ça se fait de différentes manières, mais il faut inclure dans ça aussi des enjeux ici, parce qu'on est au niveau central, il faut pouvoir appuyer la recherche. Il faut aussi renforcer les capacités, évidemment, dans l'ensemble des secteurs gouvernementaux et au niveau communautaire également. Pour ce qui est de la mise en œuvre, plus au niveau local et régional, et ici, là, je me base beaucoup sur le guide d'implantation de l'approche santé dans toutes les politiques d'un document qui a été préparé, publié par le REFIT, c'est préparé par M. Jacques Brisson et Mme Saint-Pierre. Alors, il faut sensibiliser, informer et convaincre. Donc, il faut faire d'abord comprendre évidemment le lien entre l'action gouvernementale et les déterminants de la santé et la santé, mais il faut aussi faire valoir les retombées positives d'une amélioration de la qualité de vie pour que ça convainque les différents décideurs de la pertinence de se préoccuper de cet aspect-là. Il faut repérer et saisir les occasions. Et on peut commencer plus modestement, mais il faut être à l'affût un petit peu des décisions qui sont sur le point de se prendre ou des discussions peut-être qui se passent au niveau municipal, au niveau régional et essayer de voir comment on peut saisir justement les occasions qui se présentent. Établir des mécanismes de coordination formels. C'est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'approche santé dans toutes les politiques, c'est quelque chose qui se fait sur le moyen et long terme. Ce n'est pas une approche brève et ponctuelle. Et des mécanismes formels ont plus de chances d'être pérennes. Et ça demande de définir des rôles et des modes de fonctionnement de façon explicite. Il faut, je le disais un peu, quand on parle de sensibiliser et de convaincre, il faut aussi mobiliser les partenaires, favoriser les engagements. Et ça, bien, en partie, on peut faire ça en identifiant les gains potentiel pour les différents secteurs. Ce n'est pas seulement au bénéfice de la santé, l'approche de santé dans toutes les politiques. Il faut aussi peut-être, pour mobiliser les partenaires, prévoir des objectifs intermédiaires qui sont partagés par l'ensemble des partenaires et des parties prenantes de façon à ce que tout le monde ait à gagner, à participer à cette approche-là. Il faut faire des suivis, rapporter des succès
et, comme je le disais tout à l'heure, planifier le suivi là, dès le début. Et renforcer les capacités des individus et des organisations, un petit peu comme on le mentionnait pour le niveau central. Il y a le renforcement des capacités, ça se fait évidemment au niveau formel avec des séminaires, des cours, des activités de formation plus formelles, mais ça peut se faire aussi, je dirais, en cours de processus. Pendant qu'on est en train de travailler ensemble à essayer d'améliorer le choix et de raffiner, si on veut, les décisions par rapport à des projets ou des politiques, il y a un apprentissage qui est fait et qu'on peut partager. Et donc, qui permet d'améliorer notre façon de fonctionner. Ce n'est pas quelque chose qu'on réussit du premier coup nécessairement. Et il est important aussi, dans le renforcement des capacités, bien, évidemment, d'élargir au-delà du secteur de la santé et au-delà même du secteur gouvernemental. Il faut aller dans les secteurs communautaires et la société civile. Là, j'espère que tout va bien, que vous m'entendez, parce que je n'ai pas vraiment de feedback, là, mais je pense que ça va. Très bien, les questions commencent à s'accumuler dans la boîte. OK. Merci, ça va très bien, Lucie. Bravo. Parfait. Donc, quelques exemples de mise en œuvre de la santé dans toutes les politiques. Voici des exemples de niveau central. Alors, il y a le budget de bien-être de la Nouvelle-Zélande, le Wellbeing Budget, qui, le premier de cette série-là a été voté en 2019. Ils ont fait un budget 2020 qui est également un budget de bien-être, mais qui est informé un peu par la pandémie. Mais ce qui est intéressant de ce budget-là, c'est que ça affirme que le succès, entre guillemets, d'un pays, ça ne se mesure pas seulement à l'aune du développement économique et qu'on doit inclure dans les priorités budgétaires, et c'est ce que fait ce budget-là de la Nouvelle-Zélande, la santé mentale, la lutte à la pauvreté des enfants ou l'appui aux aspirations des Maoris et des autres minorités, là, les Pacificas. Et donc, c'est vraiment une approche ici centrale d'un budget qui, a priori, c'est le secteur économique, mais ils ont procédé de manière différente pour développer ce budget-là et ont donc retenu des priorités qui ne sont pas strictement économiques. La politique gouvernementale de prévention en santé du Québec est également une approche centrale qui vise à améliorer la santé et la qualité de vie de la population en agissant sur les déterminants de la santé par des leviers gouvernementaux et qui inclut l'engagement de 13 ministères, de 2 organismes gouvernementaux. Donc là aussi, on est dans une approche vraiment très large d'un nombre élevé de secteurs qui travaillent en commun pour des objectifs qui ont été retenus de façon collégiale. Et enfin, un autre exemple de niveau central qui est l'initiative Enfants en santé du Manitoba, qui est une stratégie aussi interministérielle qui inclut des partenaires communautaires et qui inclut diverses actions qui visent la santé et le développement des enfants, mais depuis la grossesse jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ici, c'est plutôt un exemple, je dirais, qui est comme le deuxième groupe d'approche qui était sur un problème complexe pour lequel on a besoin de différents secteurs pour pouvoir vraiment avoir un travail plus complet. Et donc, c'est un petit peu plus restreint que, disons, la politique gouvernementale du Québec qui est très large ou le budget de la Nouvelle-Zélande, mais c'est quand même une approche intéressante ici et un exemple d'une approche de santé, en tout cas de travail intersectoriel qui s'approche d'une compréhension de la santé dans toutes les politiques. C'est important les exemples de niveau central parce qu'une orientation centrale forte en faveur de la santé dans toutes les politiques, c'est un cadre qui est propice à l'émergence d'approches semblables au niveau périphérique. Et donc, ça permet là, de faire en sorte que c'est plus facile de faire émerger des approches au niveau local. Et pour justement des exemples de niveau régional et municipal, ici, les exemples que je donne, c'est peut-être pas à proprement parler santé dans toutes les politiques, c'est plutôt du travail intersectoriel, mais qui est quand même très intéressant, qui est une façon d'illustrer comment ça peut fonctionner. Alors, et les 2 premiers exemples que je vous montre ici là, sont tirés d'une publication du Centre de collaboration nationale en politique publique favorable à la santé. C'est une publication de Tierno Diallo. Et donc, le partenariat pour des communautés en santé, les Healthy Communities Partnership de la région de Grey Bruce en Ontario,
C'est un partenariat multisectoriel, scolaire, municipalité, santé, qui propose des actions dans les domaines du transport et du logement et qui inclut aussi, et ça c'est intéressant, un aspect de sensibilisation de la population. Parce qu'il faut que la population comprenne la pertinence de cette approche-là pour que le niveau politique il soit également sensibilisé. De même, l'initiative en faveur d'un environnement bâti favorable à la santé, le Healthy Built Environment Initiative, Saskatoon, en Saskatchewan, bien là aussi, un partenariat multisectoriel, ils se sont donné un cadre de référence, ils ont fait une campagne de sensibilisation, ils incluent des évaluations d'impact sur l'équité en santé et un cadre de suivi des enjeux d'équité et de santé, donc vraiment beaucoup d'outils et d'approches qui sont particulièrement intéressantes. Et en général, les initiatives de villes et villages en santé illustrent ce type d'approche-là aussi à l'échelle locale et municipale. Et à la fin de la présentation, là, vous allez trouver des références là, à ces différents exemples d'approches santé dans toutes les politiques. Alors, je vais aller un petit peu rapidement parce que je vois que le temps passe. Alors, les défis sont substantiels. Il faut mettre en place des partenariats forts et pérennes. Il faut changer les façons de faire à l'intérieur même du secteur de la santé, mais aussi dans les autres secteurs parce qu'il faut que tout le monde change de façon de travailler pour que ça fonctionne. Il faut sensibiliser autant nos partenaires que la population en général sur ce qui crée la santé et le bien-être. Il faut influencer des décisions politiques, donc c'est important d'influencer l'opinion. Plus particulièrement pour le secteur de la santé, bien, il faut développer et partager une vision globale des enjeux sociétaux pour avoir des buts communs avec les partenaires. On va travailler à avoir des buts qu'on partage, des objectifs qu'on partage avec les autres secteurs. Donc, il faut qu'on n'ait pas de hier. Il faut vraiment élargir la vision des enjeux de la société. Il faut accepter de faire partie du processus de décision d'un autre secteur. Disons que ça aussi, là, ça nous oblige à fonctionner différemment. Il faut également, pour ça, adapter nos façons de parler, se familiariser avec les langages, les cultures des autres secteurs. Donc, ça demande un certain apprentissage. Il faut être proactif sur ce qui émerge à différents niveaux de décision, saisir les opportunités, on en a parlé tout à l'heure, et développer des capacités de négociation puis des approches collaboratives. Parce que c'est clair que ici, c'est pas la santé qui est nécessairement, le secteur de la santé, je veux dire, qui est le dernier décisionnel. Au contraire, on veut partager des processus de décision dans lesquels on n'a pas nécessairement le dernier mot. Donc, il faut exercer notre leadership de façon un peu différente. Il faut contribuer à l'atteinte des objectifs de d'autres secteurs, mais en tenant compte de l'enjeu santé et bien-être. Alors, conditions de succès qui ressortent d'une analyse de différentes approches intersectorielles d'exemple au Canada. Alors, les conditions de succès, bien, une stratégie claire avec des objectifs partagés, un soutien fort des autorités parce que changer la façon de travailler, bien, il faut avoir le soutien fort des responsables. Un leadership collaboratif, comme je le disais tout à l'heure, donc d'exercer un leadership de manière à ce que tout le monde ensemble, on atteigne les objectifs et non pas qu'il y ait seulement les objectifs santé qui soient atteints. Ce n'est pas ça du tout l'esprit de l'approche. Il faut une stabilité des structures et des organisations impliquées dans le partenariat parce qu'on est dans du moyen et long terme. Et la stabilité du mécanisme de financement, c'est nommé en dernier, mais je dirais ici que c'est le dernier, mais non le moindre, parce que, évidemment, maintenir des mécanismes de collaboration, ça demande un investissement en ressources de temps, en ressources financières aussi, et les projets eux-mêmes qui sont développés demandent un financement. Alors, très rapidement, quelques outils. Alors, il y a différents outils. Alors ici, je vais aller rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis j'espère qu'on aura le temps d'avoir un peu d'échange. Au niveau local, je pense ici, et je vais quand même citer une publication du REFIPS, là, qui est le guide d'implantation de l'approche santé dans toutes les politiques au palier local. C'est un outil très accessible et très, très pratique pour une approche peut-être plus locale ou régionale. Pour le niveau central, j'ai cité tout à l'heure le Health and All Policies Net Framework for Country Action. Donc, c'est en anglais seulement, mais c'est quand même assez intéressant pour orienter la mise en place de cette démarche-là.
Il y a aussi quand même une série d'outils qui sont nécessaires pour l'approche santé dans toutes les politiques. C'est des outils d'aide à la décision quant aux impacts sur la santé des différentes politiques ou projets qui sont proposés. Parmi ces outils-là, l'évaluation d'impact sur la santé puis l'évaluation d'impact sur la santé rapide sont peut-être les plus connus, mais je souligne qu'un document de Louise Saint-Pierre recense plusieurs outils d'aide à la décision dans le contexte de la santé dans toutes les politiques et vous allez avoir là d'autres exemples que ceux-ci. Mais pour parler un petit peu de l'évaluation d'impact sur la santé, c'est une démarche qui est structurée et participative qui intervient au moment de l'élaboration de la politique ou au début du développement d'un projet. Et c'est structuré, il y a différentes étapes, le dépistage, le cadrage. Alors, le dépistage, c'est d'essayer de voir c'est quoi les déterminants de la santé qui peuvent être touchés par la politique qui est proposée. Alors, on fait une liste des déterminants, puis on se dit, est-ce que est-ce que l'impact prévisible serait positif ou négatif? Puis aussi, on se demande quelle population particulièrement va être touchée, parce qu'il peut y avoir une politique qui touche de façon positive, qui améliore la santé d'un certain groupe, mais qui peut-être a un impact négatif sur la santé de d'autres groupes. Alors, c'est important de départager ça quand on procède à ce qu'on appelle le dépistage. Et là, si on voit qu'il y a vraiment possiblement des impacts, soit négatifs, soit positifs, qui pourraient être renforcés, ou soit que l'impact est en termes d'inéquité, il faut peut-être aller explorer un peu plus loin. Et là, donc, pousser un peu plus loin la recherche d'informations et à la suite de tout ça, on fait une analyse et on peut formuler certaines recommandations pour optimiser les retombées du projet ou de la politique, sans nécessairement ça ne vise pas à annuler ou empêcher une politique ou un projet, mais plutôt de s'assurer que il y a une mitigation, il y a une atténuation des impacts négatifs possibles et s'il est possible que ça soit plus positif, on met en place ce qui est nécessaire pour maximiser ou optimiser l'impact sur la santé. Excusez-moi, Lucie, nous en sommes à 12h45. OK, merci. Alors, je pense que je vais pouvoir c'est ça, terminer d'ici quelques minutes et on aura un peu de temps pour l'échange. Alors, il y a pour l'évaluation d'impact sur la santé, il y a quand même une bonne documentation en français. Je vous réfère au site web de l'Institut national de santé publique du Québec, la Direction de santé publique de la Montérégie et du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, là, qui offre des outils concrets, des exemples de IIS au niveau municipal, en particulier là, pour la santé publique de la Montérégie. Et vous avez des liens vers ces sites web-là dans la section des références à la fin de la présentation. La Suisse a également des ressources intéressantes en français sur l'évaluation d'impact sur la santé. Et sûrement qu'il y en a d'autres, là, mais j'ai concentré un peu sur les disponibilités au Canada. L'EIS rapide, c'est une approche qui est inspirée de l'évaluation d'impact sur la santé, mais c'est plus simple, c'est peut-être mieux adapté à une utilisation systématique là, au sein des processus de décision, particulièrement quand on a une approche transversale où on veut que toutes les politiques soient un peu examinées, si on veut, à l'aune de leur impact sur la santé. Et ça s'appuie sur deux outils de l'évaluation d'impact sur la santé, donc la grille de dépistage, dont j'ai parlé tout de suite, là, qui identifie les déterminants et les populations qui peuvent être touchées par la proposition, et le diagramme de chemin causaux. Alors, c'est un terme un petit peu lourd ici, mais c'est une façon d'illustrer la relation entre les éléments de la proposition puis leurs impacts sur la santé. On pourrait donner, par exemple, un exemple d'une décision par rapport à une ligne de transport en commun. C'est favorable à la santé d'une certaine manière parce que ça va peut-être favoriser l'utilisation d'un transport plus actif parce que quand on utilise les transports en commun, on marche jusqu'à l'arrêt d'autobus ou jusqu'à la station de métro ou de train. Et donc, indirectement, ça favorise un peu l'activité physique. Et là, l'activité physique, c'est ça qui peut améliorer la santé. Par contre, il faut réfléchir aussi, l'autre façon dont le transport en commun peut améliorer la santé, c'est parce que ça peut réduire l'utilisation de l'automobile, donc réduire ou améliorer plutôt la qualité de l'air, puis là aussi, ça a un impact positif sur la santé pulmonaire et cardiaque. Donc, c'est important parce que
d'illustrer ces choses-là, ça permet de développer chez les partenaires une meilleure compréhension des liens entre les projets ou les politiques et la santé et le bien-être. Et ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, de renforcer les capacités, d'aller chercher l'adhésion, d'aller chercher l'engagement des partenaires. S'ils comprennent mieux, ils vont être plus à même d'embarquer, si on veut, dans la réflexion qu'on veut les amener à faire sur l'impact de leur propositions. Mais il y a quand même d'autres outils qui sont pertinents, qui sont au-delà de l'EIS, qui, entre autres, pour sensibiliser et informer, des portraits de santé qui sont adaptés et diffusés de façon proactive pour expliquer aux partenaires les liens entre les déterminants de la santé et le bien-être de la population. Les plans de communication peuvent être utiles. Et les portraits de santé en général, le secteur de la santé en prépare. Et c'est important peut-être d'aller porter ces informations-là, puis de cibler peut-être certains partenaires avec des informations plus pointues, entre guillemets, ou peut-être plus centrées sur leur secteur d'activité. Il faut savoir convaincre et mobiliser. Alors ici aussi, je vends la salade du REFIPS. On est à veille de produire un guide pratique sur le plaidoyer dans les prochaines semaines et qui pourra vous être très utile dans la préparation d'activités de mobilisation et de sensibilisation. Il faut savoir repérer et saisir les occasions. Et pour ça, il faut, d'une part, réaliser une veille médiatique ou en tout cas consulter les veilles médiatiques existantes, mais aussi il faut connaître le fonctionnement de l'administration publique, les processus de consultation existants, les tables ou les occasions de collaboration intersectorielle qui sont déjà en place, que ce soit des trucs réglementaires, des consultations qui sont prévues par la réglementation ou qui sont plus ponctuelles. Et je souligne ici une publication du CCN-PPS, Comment collaborer avec les municipalités, qui est tout récent et qui, c'est sûr que c'est centré sur l'administration au Canada, mais même si on n'est pas au Canada, je pense que c'est un guide qui est très intéressant parce que ça donne d'abord une image générale de quelle sorte de leviers sont à voir, et si ce n'est pas les municipalités, c'est peut-être une autre autorité qui en a la responsabilité, et aussi de comment approcher, comment mettre en place une collaboration avec ces partenaires-là. Donc, très brièvement, en conclusion, il y a toutes sortes de secteurs là, qui sont, de domaines qui sont des facteurs qui contribuent à la santé ou au bien-être de la population. La mise en place de mécanismes solides et pérennes pour que tous les secteurs tiennent compte dans leurs décisions par rapport aux actions qu'ils mettent en place de leur effet sur la santé et le bien-être, ça peut contribuer au développement et à l'émergence d'une société favorable à l'épanouissement de toute la population. Et c'est là le sens et le potentiel de cette approche-là dont j'ai essayé de faire un petit portrait dans la présente présentation. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je pense que je vais arrêter le partage et laisser Nathalie prendre la relève. Alors, merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation. Je vais parler un peu pour vous permettre de prendre votre souffle et peut-être une gorgée d'eau. On a recueilli beaucoup de questions et de commentaires dans la boîte de discussion. Je vais les lancer. Mais avant de lancer ces questions, je vais vous inviter chacune et chacun à répondre aux 2 questions interactives que vous voyez présentement à l'écran. La première, c'est pour nous vraiment. Donc, suivant le webinaire d'aujourd'hui sur la santé dans toutes les politiques, est-ce que vous aimeriez assister à un second webinaire plus interactif qui se concentrerait sur l'utilisation concrète de l'approche sur le terrain? Donc, on vous invite à voter. Et pour la question 2, et ça fait suite à cette première question, donc, quel contenu aimeriez-vous que l'on traite lors d'un potentiel 2e webinaire sur la santé dans toutes les politiques? Donc, nous vous invitons à répondre aux questions et n'oubliez pas de défiler la barre grise sur le côté de la boîte de sondage pour aller jusqu'au bout et pouvoir soumettre vos réponses. Lucie, vous avez suscité énormément de questions de la part des personnes présentes. Donc, je vais vous en lancer une première, mais il y en a plusieurs. Et puis, s'il y en a d'entre elles que vous préférez peut-être répondre à un autre moment, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Donc, Marc dit « La santé dans toutes les politiques doit-elle aussi être proactive en favorisant des interventions et du plaidoyer
quand des politiques publiques, excusez-moi, paraissent contrariées, s'opposer à la promotion de la santé. Je pense par exemple, dans son cas, en France, à la situation dramatique faite à la santé au travail, à la santé à l'école, à la santé de la mère et de l'enfant. Oui, je pense que ça permet d'illustrer l'importance de tenir compte des impacts d'une politique avant qu'elle soit mise en place. Et ça permet peut-être, c'est peut-être quelque chose dont il faut souligner l'importance dans les échanges avec des partenaires. C'est sûr qu'une fois que la politique est adoptée, bien là, c'est un peu plus difficile de la changer, là. Mais je pense que oui, il y a des exemples comme ça où on voit qu'une politique a été mise en place, retenue et que finalement, il y avait des impacts peut-être pas prévus ou qu'une réflexion plus systématique aurait permis d'éviter certaines embûches ou de favoriser une cohérence. Parce que oui, l'approche santé dans toutes les politiques vise aussi à favoriser la cohérence et la synergie entre les différents secteurs. Donc, des politiques d'un secteur qui viennent contrarier ou empêcher l'atteinte des objectifs de nos secteurs gouvernementaux, bien, c'est contre-productif. Et ça, c'est un des objectifs de la santé dans toutes les politiques, c'est d'améliorer la gouvernance pour minimiser les situations où il y a ce type d'incohérence ou de contradiction. Et puis, on a dans ce même sens une question de Barbara Lausier du Nouveau-Brunswick qui dit « Comment passer du rêve de la santé dans toutes les politiques à la réalité qui fait que les priorités du système ne sont pas toujours celles des communautés et de la population, surtout celles en situation minoritaire. Comment réussir à obtenir le véritable engagement des décideurs plutôt qu'un engagement symbolique? » Oui, mais là, c'est une question importante et moi, j'ai l'impression que pour avancer là-dedans, il faut commencer au niveau local et communautaire et faire remonter cette préoccupation-là, mais il faut s'assurer de faire participer les personnes qui souvent ont de la difficulté à le faire. Donc là aussi, des approches je dirais, de vulgarisation ou d'explication, de faire bien comprendre la façon dont les politiques peuvent influencer la santé et comment on peut tenir compte de l'expertise terrain qui est là, parce que les gens qui travaillent auprès des communautés, ils savent c'est quoi les conditions. Donc, d'intégrer ces personnes-là, mais peut-être de commencer à petits pas et de commencer peut-être au niveau local, puis élargir et faire des plaidoyers aussi aux différents niveaux. Parfait. On a une question d'une personne du Burkina Faso qui vous dit quel constat faites-vous de la politique de santé au Burkina Faso? Oh, là, je n'ai pas suffisamment d'informations pour répondre à ça maintenant. Là, il faudrait que j'ai plus d'informations pour parler de ça. Parfait. On a des suggestions de documents qui apparaissent dans la boîte de discussion. Un document, on les partagera aux autres personnes présentes. Un spectateur a posé la question suivante. L'évaluation d'impact sur la santé se situe à quel moment dans l'élaboration de la politique? Au moment de l'analyse de la situation, du diagnostic, de la faisabilité ou plus tard dans le choix des actions à mettre en place? Bien, généralement, on espère que ça se passe le plus tôt possible dans le processus. Mais donc, de façon à ce que la politique, on puisse en influencer ou en tout cas voir un peu ce qui se dessine tôt dans le processus pour pouvoir influencer, comme je le disais, le plus tôt possible. Parce que quand la politique est déjà complètement définie, que les décisions ont pratiquement déjà été prises ou que les approches ont été validées par différents décideurs, bien, c'est difficile d'ajuster. Alors, il faut se mettre le plus tôt possible et peut-être que déjà quand on réfléchit au type de politique qu'il faut mettre en place, de se dire, bien, ce serait quoi le genre de politique, soit de transport, soit d'agriculture ou soit d'un autre secteur qui pourrait favoriser le plus l'amélioration de la santé de la population et le bien-être, mais tout en reconnaissant évidemment qu'on est dans des objectifs sectoriels là, de transport, d'éducation ou d'agriculture. Mais le plus tôt possible, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est là qu'on peut déjà ouvrir un éventail de possibilités qui est un peu plus large, parce qu'à mesure qu'on avance dans le processus, bien, l'éventail se referme. Madame Lemieux, écoutez, nous en sommes à la conclusion de ce webinaire qui a suscité énormément d'intérêt.
Je tiens à vous remercier chaudement de votre participation, de nous avoir donné le goût de retourner fouiller sur cette question de la santé dans toutes les politiques. Et soyez bien assurés, autant Madame Lemieux que toutes les participantes et participants, que suivant les réponses obtenues aujourd'hui, s'il y a intérêt pour un deuxième webinaire, nous vous tiendrons informés de sa présentation par l'intermédiaire de la Société Santé en français. Donc, visitez régulièrement le site de la Société Santé en français et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire à l'infolettre de la Société Santé en français pour recevoir les nouvelles de la programmation de nos webinaires. Merci beaucoup, Lucie Lemieux, pour cette généreuse présentation aujourd'hui, très stimulante, et j'ai très hâte à la suite de ce premier webinaire. Merci, Lucie. Au revoir. Merci, Mme Bovin.